très heureuse de vous retrouver tous. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges, on va dire plus singuliers avec les uns les autres, mais ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Et effectivement, notre programme de la journée, c'est un petit peu comment remettre le pied à l'étrier, on va dire, sur les autres thématiques que celle du Covid. Et donc, je vais commencer par vous faire un petit point de rappel sur les surveillances en fait, épidémiologiques qui nous sont proposées à nous, établissements de santé. Dans le cadre des missions nationales le plus souvent, mais aussi parfois en dehors de ces missions. Donc, point sur les surveillances, bien sûr, en lien avec les préventions des infections associées aux soins et de l'antibiorésistance dans les établissements de santé, avec ce programme 2022 qui nous est proposé. Donc, je vous avoue que moi-même, en faisant ce diaporama, je me suis remise un petit peu au niveau parce qu'il y a quelques surveillances pour lesquelles je n'étais pas vraiment au point avec ces 2 années que nous venons de passer. Tu peux passer la diapo suivante. Puis sur la numéro 2, tu la vois? Non, je ne vois que la 1. Bon, j'ai vraiment pas de chance. Je vais me mettre moi sur la 2. Du coup, on va faire... du coup, je te dirai quand je change de diapo, mais je suis sur mon diaporama, moi. D'accord. Donc, voilà. Pour déjà, peut-être pour les nouveaux arrivants ou aussi les nouveaux présidents de CLIN qui ont pu être nommés. Donc, un petit rappel sur ces surveillances et tout d'abord, où trouver les informations. Donc, je pense que le site qui recense de façon centralisée en fait toutes les informations disponibles sur les surveillances, c'est le site du REPIAS dont je vous ai mis le lien sur cette diapositive. Et puis, du coup, vous allez retrouver tous les programmes de surveillance sur le site de chacune des missions nationales. Donc, ça fait beaucoup d'abréviations, mais on reverra ensemble ce que ça veut dire. Donc, on a les missions SPARES, SPICMI et SPIADI. Et puis, toujours sur le site du REPIAS, dans la rubrique actualité, on a éventuellement les surveillances qui sont organisées au niveau national en dehors de ces missions nationales. Donc, par exemple, on a eu récemment des informations sur l'enquête de prévalence qui aura lieu normalement en 2022. Et puis, sur le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, pour la surveillance des accidents d'exposition au sang, dont je vous dirai un tout petit mot. Pourquoi un tout petit? C'est parce que de façon générale, ce sont pas trop les EOH qui réalisent cette surveillance de façon pratique, mais ce sont plutôt les services de santé au travail. Donc, on va passer à la diapositive suivante, en espérant que vous l'avez toujours, parce que du coup, je vous vois plus. Donc, je vais commencer par la 1 des missions nationales. Donc, il y en a 3 dans le cadre des surveillances. Donc, la surveillance et prévention de l'antibiorésistance en établissement de santé. Donc, la mission nationale qui s'appelle SPARES. Et pour lesquels il y a, en fait, mais comme dans la plupart des missions nationales, un volet surveillance, un volet prévention et un volet animation, communication. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au volet surveillance. Donc pour la mission SPARES, en fait, il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport à ce qui a pu se réaliser les 2 années précédentes. C'est une surveillance donc à la fois de la consommation des antibiotiques et de la résistance bactérienne dans les établissements de santé, qui utilise depuis de nombreuses années maintenant l'outil Consores. Et puis donc pour vous rappeler qu'il s'agit d'une surveillance rétrospective de cette consommation des antibiotiques. L'indicateur de résultat principal, ça va être du coup le nombre de DDJ, de doses définies journalières pour 1000 journées d'hospitalisation. Et en ce qui concerne la résistance bactérienne, peut-être que c'est là où il y a eu le plus de modifications au cours des deux dernières années. Les indicateurs principaux vont être le pourcentage de résistance au sein de certaines espèces, donc en particulier le Staphylococcus aureus, les entérobactéries, les entérocoques qui peuvent avoir des profils de résistance particuliers, donc Faecium et Fecalis avec la résistance aux glycopeptides en particulier, le Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii.
Le deuxième indicateur de résultat, ça va être le pourcentage de SARM et de BLSE au sein des Staphylococcus aureus et des entérobactéries. Ensuite, on a des indicateurs d'incidence, donc pour 1000 journées d'hospitalisation, en ce qui concerne les entérobactéries BLSE, les entérobactéries carbapénémase et les entérocoques résistants aux glycopeptides. Enfin, cet outil va vous permettre, mais on va voir que ce n'est pas le seul, puisque la surveillance organisée par SCADI le permet aussi, de vous donner les résultats d'incidence de bactériémie à Staph doré résistant à la méticilline, et donc en particulier les bactériémies à SARM nosocomiales associées aux soins, donc qui surviennent après 48 heures d'hospitalisation. Voilà les principaux résultats. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, du coup, il n'est pas trop tard pour réaliser cette surveillance et envoyer les données et transmettre les données à la mission SPARES, puisque vous pouvez le faire jusqu'au 31 mars 2022. Donc ça, c'est la date limite d'importation des données 2021. Rapidement, je vous rappelle que les secteurs qui sont inclus dans cette surveillance, c'est le court séjour, donc le MCO, mais aussi le SSR, la psychiatrie, les unités de soins de longue durée, et puis, ça c'est plus récent, les EHPAD. Les secteurs, enfin les activités qui sont incluses dans l'enquête, ce sont les activités d'hospitalisation complète, y compris hospitalisation de semaine. En ce qui concerne les antibiotiques surveillés sont les antibiotiques systémiques qui appartiennent à la classe J01, plus un anti-tuberculeux, mais qui n'est pas utilisé que dans le cadre du traitement de la tuberculose, c'est la rifampicine. Les imidazolés Peros, et puis le traitement fidaxomicine contre le Clostridium difficile. En ce qui concerne l'antibiorésistance, sont inclus dans cette surveillance tous les prélèvements à visée diagnostique qui ont fait l'objet d'un antibiogramme, quelle que soit l'espèce concernée. On va devoir transmettre des données qui vont concerner le patient source, en particulier un numéro d'identification, une date de naissance, date d'admission et l'UF dans lequel a lieu le prélèvement. Des informations concernant le prélèvement lui-même, donc la date de prélèvement et la nature du prélèvement, sont importés dans l'outil Consorès l'antibiotype, et puis pour certaines bactéries, le phénotype de résistance, donc en particulier pour les entérobactéries, on vous demande de préciser si l'entérobactérie est productrice de bêta-lactamase à spectre élargi, de céphalosporinase déréprimée à un haut niveau, ou sont sécrétrices de carbapénémase. Ce qui est récent, mais pas nouveau de cette année, c'est que le dédoublonnage est finalement automatique à l'importation des données et que donc vous n'avez pas à dédoublonner vos données bactériologiques en amont de l'importation du coup de ces données. Donc voilà pour les critères d'inclusion en fait dans l'enquête. Donc cette diapositive pour vous rappeler que une fois que vous avez importé les données dans l'outil Consorès, eh bien vous avez accès immédiatement à un rapport automatisé dans l'outil Consorès. Vous avez la possibilité de vous fabriquer vous-même un rapport personnalisé que vous pouvez enregistrer et du coup que vous pouvez relancer périodiquement, donc tous les trimestres ou toutes les années selon la façon dont vous travaillez. Il y a des possibilités de se situer par rapport à d'autres établissements et d'analyser les données directement dans l'outil Consorès. Et puis chaque année, un rapport national est publié au mois de novembre. Donc nous avons eu assez récemment le rapport concernant les consommations et la résistance pour l'année 2020. Donc voilà, en ce qui concerne cette surveillance SPARES. En ce qui concerne
le volet prévention, hein, une action sera menée, donc c'est la diapositive suivante, Nathalie, la 6. Voilà, une action de prévention sera menée, donc concernant une évaluation des pratiques de prévention sur le thème du péril fécal. Et cette action aura lieu au dernier trimestre 2022, donc du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. Donc voilà pour cette première surveillance et cette première mission nationale. On verra peut-être à la fin si vous avez des questions. On va passer à la seconde mission nationale, donc qui s'appelle SpeakMe, pour surveillance et prévention du risque infectieux et en chirurgie et en médecine interventionnelle. Donc cette mission est un peu plus récente, on va dire, hein, et prend la suite du programme ISO-RES1 qui s'était arrêté en 2018, si ma mémoire est bonne, sachant que les objectifs sont similaires à celles du programme ISO-RES1 que vous connaissiez bien, c'est-à-dire construire et valider des indicateurs permettant de rendre compte du risque d'ISO, et ces indicateurs, ça peut être selon le type de surveillance que vous allez mener dans votre établissement, un taux d'incidence brute ou bien un taux d'incidence ajusté sur les différents facteurs de risque. Donc, ça va permettre aux établissements et aux différentes unités de chirurgie de connaître leur taux d'incidence d'infection du site opératoire sur certaines infections, interventions ciblées, ou bien de connaître le ratio standardisé d'incidence, c'est-à-dire un risque en fait d'infection du site opératoire ajusté sur les différents facteurs de risque. Ça va permettre à chacun de se positionner par rapport à un ensemble de services et d'unités et de patients comparables. Et puis enfin, ça permet de produire des données de référence à l'échelle nationale et internationale. Et puis, ce que l'on peut dire, c'est que par rapport à la surveillance ISO-RES1 telle qu'elle était organisée, cette mission nationale SpeakMe propose une méthodologie semi-automatisée où finalement on va avoir, je vais vous expliquer tout de suite après, une présélection des dossiers que nous allons avoir à explorer pour identifier ces infections du site opératoire. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc là, en 2022, vous pouvez encore, je pense que ça n'est pas trop tard, si vous êtes comme moi un petit peu en retard, proposer quand même une surveillance des infections du site opératoire de l'année 2021, puisque vous avez on verra sur la diapositive suivante, jusqu'au 31 mars 2022 en fait, pour transmettre vos données 2021. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce programme SpeakMe, et contrairement à ce qui se passait pour le réseau ISO-RES1, SpeakMe s'intéresse, en fait, c'est une surveillance des interventions ciblées et les interventions qui sont choisies. Hein, donc, il y a plus de surveillance globale de toutes les interventions comme il y a pu y avoir avec ISO-RES1. Et en fait, ces interventions ciblées sont en cohérence avec le programme de surveillance européen des infections du site opératoire. Et donc, pour pouvoir participer, il faut inclure au moins une intervention dans au moins une des spécialités suivantes et sur les interventions du premier semestre 2021. Sont inclus les patients adultes, en fait, âgés de plus de 18 ans. Et finalement, il y a un outil d'extraction de PMSI qui va vous permettre de retrouver les différentes interventions de ces différentes spécialités chirurgicales. Donc, les spécialités qui sont représentées, du coup, elles ne sont pas toutes représentées, bien sûr. C'est la chirurgie digestive avec la chirurgie colorectale et l'appendicectomie, la chirurgie coronaire, donc avec les pontages aorto-coronariens, avec greffon,
locale ou avec greffon sur un autre site, les chirurgies de remplacement des valves cardiaques. Ensuite, on a la gynéco-obstétrique qui est représentée avec la chirurgie mammaire et les césariennes, la chirurgie orthopédique avec les prothèses de hanche, les reprises de protèges de hanche, les protèges de genoux et reprises de prothèses de genoux. Nous avons enfin la neurochirurgie avec les laminectomies et interventions sur le rachis et la chirurgie des hernies discales à l'étage lombaire. Et puis, un petit peu à part, parce que c'est la spécialité pour lesquelles les définitions, enfin, la stratégie en fait de repérage des dossiers est un petit peu différente. La chirurgie urologique avec trois interventions cibles, la résection transurétrale de la prostate, les prostatectomies et les urétéroscopies. Donc là, je vous présenterai tout à l'heure un algorithme un petit peu différent dans la détection des infections du site opératoire. La détection des infections du site opératoire, c'est celles qui surviennent dans les 30 jours qui suivent l'intervention, dans la grande partie des cas, ou dans les 3 mois, 90 jours qui suivent l'intervention pour les chirurgies orthopédiques, puisque vous voyez qu'il y a de la pose de matériel, hein, et en chirurgie cardiaque. Donc voilà pour ce programme de surveillance. Donc, comme je vous le disais à l'instant, vous avez jusqu'au 15 mars 2022 pour importer vos données dans l'outil. Je pense que j'ai déjà à peu près tout dit sur cette diapositive. Donc ça, c'est pour la surveillance 2021. Et puis pour ceux qui sont en retard pour la surveillance 2021, en 2022, vous pourrez commencer la surveillance des interventions qui ont lieu en 2022 avec, pour le coup, une importation des données au premier trimestre 2023. Donc, c'est plutôt courant février, normalement, le calendrier qui est défini au départ. On a une petite rallonge pour l'année 2022. Alors, comment est-ce que on peut passer à la diapositive suivante. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc, je vais vous présenter déjà la méthode pour les interventions hors urologie. En fait, on a 2 critères principaux que l'on doit pouvoir normalement retrouver assez facilement avec le système. Ce sont des données qui sont informatisées et que l'on peut normalement récupérer facilement. Donc, ces 2 critères principaux, ils sont assez simples, hein. C'est la reprise chirurgicale non programmée ou en urgence et le prélèvement microbiologique positif. Donc, en particulier, prélèvement microbiologique superficiel ou profond au niveau des sites opératoires, effectués à visée diagnostique. Donc ça, ce sont 2 données que normalement vous pouvez retrouver facilement, soit à partir des données du laboratoire, soit à partir du PMSI ou des données de votre logiciel bloc, votre logiciel métier bloc. Donc, le principe, c'est que finalement, on va étudier en premier ces 2 critères principaux et puis donc dans l'organisation, il est prévu que c'est plutôt l'équipe opérationnelle en hygiène qui réalise ce travail, mais ça peut être éventuellement organisé autrement. Toujours est-il que si vous ne trouvez aucun de ces critères principaux, eh bien du coup, il n'y a pas de suspicion d'infection du site opératoire et on ne va pas regarder plus en avant les détails du dossier. Ensuite, vous pouvez retrouver un seul de ces 2 critères principaux. Donc, dans ce cas-là, on a une suspicion moyenne, entre guillemets, d'infection du site opératoire. Et dans ce cas-là, il va falloir rechercher des critères secondaires que je vais vous détailler juste après. Et puis, enfin, vous pouvez avoir la présence des 2 critères principaux, donc la reprise chirurgicale et le prélèvement microbiologique positif. Dans ce cas-là, il s'agit d'une forte suspicion d'infection du site opératoire. Et donc là, ça fera partie des dossiers à faire valider, d'infection en fait, à faire valider par le chirurgien. Donc, si vous avez un seul de ces 2 critères principaux qui est identifié, dans ce cas-là, il va falloir
aller un peu plus avant dans l'étude du dossier et rechercher des critères secondaires, donc des signes cliniques d'infection en fait, hein, donc des signes cliniques généraux comme la fièvre, et ou des signes locaux d'infection, et ou des signes radiologiques. Donc ça, ce sont pour les signes cliniques d'infection. Deuxième type de critères secondaires, c'est la prescription d'antibiotiques de plus de 48 heures. Et finalement, si vous retrouvez aucun de ces critères secondaires et que vous aviez au départ qu'un seul des critères principaux, eh bien, on considère qu'il n'y a pas de suspicion et d'infection du site opératoire, et que du coup, il n'y a pas d'étude plus approfondie du dossier. Par contre, si vous trouvez un ou plusieurs critères secondaires, on est dans le cadre d'une suspicion forte d'infection du site opératoire, et là aussi, on va transmettre le dossier pour validation du chirurgien qui doit au final valider la présence ou non de l'infection du site opératoire. Donc c'est sûr que si on suit cette méthodologie, c'est une surveillance qui est finalement plus rapide à réaliser que ce que l'on pouvait faire chacun de notre côté en étudiant chacun des dossiers, chacune des interventions dans la méthode précédente proposée par Réa Raisin, par ISO, pardon, excusez-moi, par la surveillance des infections du site opératoire du Raisin précédemment. Donc voilà pour les chirurgies hors urologie. On peut passer à la diapositive suivante. Pour la surveillance de la spécialité urologique, en fait, le principe est le même. On va rechercher dans un premier temps la présence ou non de critères principaux, puis la présence ou non de critères secondaires. Donc là, ce qui va changer, c'est la nature de ces critères principaux et de ces critères secondaires. Donc en ce qui concerne les deux critères principaux, c'est cette fois-ci le prélèvement microbiologique positif, donc le CBU, hein, positif, avec une bactérie. Pardon ? Et puis la prescription d'antibiotiques de plus de 48 heures hors antibioprophylaxie. Et en ce qui concerne les critères secondaires, ce sont les signes cliniques d'infection, donc les signes cliniques généraux, les signes locaux d'infection et les signes radiologiques. Donc c'est sûr que cette méthodologie, en fait, elle est destinée elle n'est pas vraiment destinée à repérer les infections du site opératoire superficielles, mais elles sont plutôt destinées à identifier les infections profondes. Donc voilà pour la méthodologie SpeakMe. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Alors, ça, c'était vraiment l'algorithme, on va dire, de repérage de ces infections du site opératoire. On a, une fois que ces infections du site opératoire sont... Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. On a deux niveaux de surveillance proposés. Donc, une qui est basée sur le service. Donc, c'est la plus rapide, la plus simple, mais peut-être la moins intéressante aussi. Ou bien une méthodologie de surveillance qui est basée sur le patient et qui va nécessiter en fait le recueil de facteurs de risque et de comorbidité. Donc, c'est un volet qui est optionnel, mais c'est en participant à cette surveillance basée sur le patient que vous allez pouvoir vraiment avoir l'indicateur le plus pertinent, donc le ratio standardisé d'incidence. Donc, une fois que vous avez identifié ces ISO et rempli votre fichier Excel, vous allez importer ce fichier Excel sur la plateforme, je vais y arriver, SpeakMe, qui va vous générer là aussi un rapport automatisé de façon immédiate. Donc voilà les deux niveaux de surveillance proposés. Donc un petit peu plus de détails sur la surveillance basée sur le patient, sur la diapositive suivante. Donc les indicateurs qui sont recueillis
alors, si vous participez à cette surveillance basée sur le patient, il faut recueillir ces facteurs de risque et ces comorbidités sur l'ensemble des patients, pas seulement ceux pour lesquels il y a une infection du site opératoire. Hein. C'est ça qui va vous permettre de calculer le risque d'infection ajusté sur ces différents facteurs. Donc, les facteurs de risque, eh ben, ça va être, c'est classique, hein, l'âge, le sexe, la durée de l'intervention, le score ASA et la classe de contamination, l'urgence, qui va vous permettre de calculer en fait le score Nice, la vidéo-endoscopie chirurgicale, l'existence ou non d'une procédure multiple et puis la pose ou non de matériel. En ce qui concerne les comorbidités, donc celles qui sont retenues dans l'étude sont la présence de tumeurs malignes, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, la malnutrition et l'immunodépression, qui sont les principaux facteurs de risque liés aux patients d'infection du site opératoire. Donc voilà, donc là, il faut que vous recueilliez l'ensemble de ces informations pour l'ensemble des patients, de façon automatisée si vous le pouvez, à partir des différents logiciels métiers. Donc voilà pour cette surveillance basée sur le patient. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, quels résultats vous pouvez obtenir du coup en participant à cette enquête? Eh bien, vous pouvez avoir l'incidence des infections, ou bien si vous participez au volet basé sur le patient, en fait, le ratio standardisé d'incidence. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir au moins 50 interventions recensées. Et du coup, ça va vous calculer le rapport entre le nombre d'ISO observés et le nombre d'ISO attendus en tenant compte de ces différents facteurs de risque. Donc là aussi, il y a un rapport automatisé et la publication d'un rapport national. Donc voilà pour cette surveillance qui est finalement la plus récemment mise en œuvre et auquel vous pouvez participer donc, au courant de cette année 2022. Donc, comme je vous le disais au départ, la surveillance 2022, des interventions de 2022, elle démarre également. Elle est vraiment sur la même méthodologie que ce que je viens de vous expliquer pour les interventions 2021 et le calendrier est également le même puisque en gros c'est les interventions qui sont réalisées au cours du premier semestre avec une extraction des données à partir de septembre ou novembre selon que ce sont des chirurgies avec un suivi à 30 jours ou à 90 jours, une période de validation des données et une importation des données dans la plateforme SpeakMe au courant du mois de février 2023. Donc ça, c'est la deadline en fait. Donc voilà pour cette deuxième surveillance organisée au niveau des missions nationales. On va parler maintenant sur la diapositive suivante de la troisième d'une troisième surveillance organisée. Donc, c'est la surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs, qu'on appelle SPIADI. Donc, la surveillance à laquelle vous pouvez participer, c'est la surveillance 2022, puisque dans ce protocole, en fait, la période de surveillance est au cours du premier semestre de l'année, donc du 1er janvier au 15 juillet 2022, en ce qui concerne l'année en cours. Vous devez au minimum surveiller dans les secteurs que vous avez choisis la survenue de ces infections pendant une période de 3 mois, donc au plus tard du 1er avril au 30 juin. Donc, vous n'êtes toujours pas en retard pour participer à cette surveillance. Au niveau des deadlines, en fait, les données sont à saisir ou à importer sur le site avant la fin du mois de juillet. Et donc là aussi, vous avez, une fois que vous avez importé vos données, un rapport personnalisé pour votre établissement. Et puis, dans le cours du dernier trimestre de l'année en cours, il y a des rapports, des analyses et des rapports nationaux qui sont présentés lors d'une journée nationale qui est organisée en octobre. Donc, pour l'année 2022, ce sera le 18 octobre.
Donc voilà pour le calendrier. Si on regarde un petit peu de plus près, c'est cette surveillance SPIADI. Donc, il y a plusieurs modalités de surveillance possibles, donc qu'on appelle BACT-ADI, BACT pour bactériémie, qui est la modalité la plus simple à mettre en œuvre. Ensuite, on a la modalité EXP-ADI, donc je vais vous les présenter les unes après les autres, qui est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'expliquerai tout à l'heure. Et puis enfin, une troisième, donc là, en fait, la principale différence par rapport à BACT-ADI, c'est pas tout à fait les mêmes services cibles, et surtout, il y a une mesure de l'exposition aux dispositifs invasifs, ce qui fait que si vous participez au volet BACT-ADI, eh bien, vous aurez des indicateurs de type nombre d'infections pour 1000 journées d'hospitalisation, par exemple, ou pour 100 admissions, alors que si vous participez au volet EXP-ADI, vous avez possibilité d'avoir en plus des indicateurs de type nombre d'infections bactériémies, par exemple, liées au cathéter, pour 1000 journées de cathéter. Et puis enfin, une dernière modalité qui est INF-ADI, qui va concerner plus spécifiquement les secteurs de réanimation, de néonatologie ou de dialyse. Puisque effectivement, pour ceux qui peut-être participaient avant la mise en place des missions nationales au réseau Dialin, ce réseau n'existe plus, et donc finalement la surveillance des infections en secteur de dialyse est intégrée à la mission nationale de surveillance SPIADI. Donc, pour commencer, donc en fait, ces modalités, vous pouvez y participer indépendamment les unes des autres, selon les secteurs d'activité que vous voulez inclure dans votre enquête. Donc, par exemple, vous pouvez faire BACT-ADI dans les services de médecine et EXP-ADI pour les services de réanimation. Voilà. Donc, pour commencer, la modalité la plus simple, on va dire, BACT-ADI, qui est la surveillance des bactériémies associées aux dispositifs invasifs. Donc, à ce volet peut vraiment participer tout type d'établissement et tout type de service, y compris les services de réanimation, même si ces services sont plutôt incités à participer aux deux autres modalités qui sont un peu plus complètes. Donc, l'objectif, ça va être d'identifier les bactériémies associées aux soins, à rechercher et documenter leur porte d'entrée. Et puis, du coup, on va documenter de façon plus complète les bactériémies qui sont associées au cathéter, quel que soit le type de cathéter, les bactériémies à porte d'entrée urinaire si on a un sondage vésical dans les 7 jours précédents. Donc ça, c'est un item qui est optionnel. Et puis également, les bactériémies à porte d'entrée pleuropulmonaire chez les patients intubés trachéotomisés dans les 7 jours. Ça aussi, c'est un volet qui est optionnel. Donc vraiment, l'objectif là, c'est l'objectif principal, c'est de documenter les bactériémies associées au cathéter, tout type de cathéter, veineux ou central et assimilé. Donc voilà pour BACT-ADI. Deuxième volet, donc, alors je pense que j'ai dû effacer malencontreusement une diapositive. Donc là, en termes de résultats, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir l'incidence de ces infections rapportée à 1000 journées d'hospitalisation ou à 100 journées d'admission. Donc ça, c'était la première modalité la plus simple à mettre en œuvre. Ensuite, on a la modalité EXP-ADI, donc EXP pour exposition aux dispositifs invasifs à l'échelle du service. Donc ici, les services cibles, ce sont plutôt les services de réanimation, de néonatologie et d'hémodialyse, mais vous pouvez également le faire pour tout type d'autres services volontaires. Et les données que l'on va recueillir, ça va être des données, dans un premier temps, d'exposition aux dispositifs invasifs à l'échelle du service, c'est-à-dire que vous devez être capable de recenser en fait le nombre de patients jour exposés aux différents dispositifs invasifs, donc par exemple aux différents types de cathéters si vous vous intéressez aux bactériémies associées au cathéter. Ensuite, en dehors de cette exposition, elle est vraiment mesurée à l'échelle du service, c'est-à-dire que vous n'avez pas à renseigner une fiche patient
pour tous les patients hospitalisés dans les services qui seront inclus dans votre enquête. C'est vraiment un indicateur déjà poolé à l'échelle du service. Donc, il va falloir, en plus de cette mesure de l'exposition aux dispositifs invasifs, recenser et documenter les bactériémies associées aux soins, tout type d'entrée, les bactériémies associées aux cathéters, tout type de cathéter, et puis d'accord. Et donc, voilà, les différentes infections que vous allez pouvoir recenser. Donc, en termes de résultats, c'est l'incidence, bien sûr, de l'ensemble de ces infections. Comme je vous le disais, rapportée à 1000 journées d'hospitalisation ou 1000 séances de dialyse, à 100 admissions. Et puis, également, c'est ça l'intérêt par rapport à la première modalité, les 1000 journées de cathéters centraux ou pour les infections respiratoires, de 1000 journées de ventilation mécanique. Enfin, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails pour cette troisième modalité, donc la modalité réanéo-dialyse, qui peut s'appliquer donc à ces différents types de services. On ne va pas tout à fait étudier ou recenser les mêmes types d'infections selon que le service soit de la réanimation, de la néonate ou de la dialyse. Et du coup, là, il va falloir, par contre, renseigner une fiche pour chaque patient hospitalisé exposé à ces dispositifs. Je ne vais peut-être pas aller plus loin parce qu'on me dit que Nathalie Vandermeer doit réexpliquer certains points de cette surveillance. Donc, je vais aller directement à la fin. En complément, du coup, de ce programme de surveillance, dans la mission nationale SPIADI, mais là aussi, je pense que Nathalie va vous en parler tout de suite après, on a, en complément du programme de surveillance, des programmes d'études de pratique qui sont prévus. Donc, il y en a 2 cette année. Et puis, enfin, une étude plus ponctuelle. Donc là, je ne rentre pas dans les détails puisque ce n'est pas vraiment de la surveillance en tant que telle. Donc voilà pour les missions nationales. Ensuite, on a pour cette année qui peut être chargée si on participe à toutes ces enquêtes. En plus, une enquête de prévalence 2022, donc qui va être proposée aux établissements de santé, bien sûr là aussi sur la base du volontariat. Donc les enquêtes de prévalence, vous les connaissez bien maintenant, hein. La dernière avait eu lieu en 2017. Elles ont lieu normalement tous les 5 ans. Donc la prochaine est prévue pour cette année, donc entre le 15 mai et le 30 juin 2022. Donc là, je vous rappelle, hein, les objectifs, c'est mesurer un jour donné à la fois la prévalence des infections associées aux soins et la prévalence des traitements anti-infectieux des patients hospitalisés dans l'établissement. Donc voilà pour cette enquête de prévalence. Enfin, comme je vous le disais au début, en dehors toujours de ces missions nationales, on a toujours la surveillance des accidents d'exposition au sang qui ont lieu, donc qui est organisée par le CPS Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, cette surveillance elle a lieu pour les accidents d'exposition au sang qui ont cours au cours de l'année 2022, et donc les données seront à transmettre avant le 31 mars 2023. Donc, comme je vous le disais, localement, ce sont plutôt les services de santé au travail qui sont impliqués dans cette surveillance. L'inclusion, c'est tout accident d'exposition au sang survenu chez un membre du personnel ou étudiants et stagiaires faisant l'objet d'une déclaration à la médecine du travail. La méthodologie reste inchangée. Et puis, pour information, il y a la diffusion récente, que vous avez probablement été déjà destinataire par mail de ce document, des résultats de la surveillance 2021 pour les établissements de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, enfin, un tout petit mot donc sur la surveillance hors établissement de santé. Donc dans les établissements médico-sociaux, cette année a lieu une enquête européenne, l'enquête H4LS, qui est une enquête d'incidence des infections associées aux soins en EHPAD sur 1 an, qui est organisée par le CDC, donc au niveau européen.
qui en France est coordonnée par Santé publique France et la mission Primo. Et du coup, quelques EHPAD ont été inclus dans cette enquête. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est aujourd'hui le thème, c'est les établissements de santé. Et en Bourgogne-Franche-Comté, du coup, une EHPAD est incluse, c'est l'EHPAD du CHU de Dijon. Et là, le principe, c'est vraiment de recueillir sur un échantillon de 80 résidents à peu près, présents au mois de janvier dans l'EHPAD ou dans certaines unités de ces EHPAD, les infections qui surviennent sur la période 2022, donc entre janvier 2022 et janvier 2023. Voilà. Je pense avoir fini sur le diaporama. Donc, vous voyez que ce programme de surveillance est assez chargé. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire, ce qui vous motive le plus, voilà, ce que vous pouvez mettre dans votre programme de début d'année, votre programme de CLIN de ce début d'année. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de surveillance, mais finalement, on n'est pas obligé de participer pour toutes ces surveillances sur l'ensemble des secteurs, en fait. Hein. Vous pouvez aussi bien dans ce piège, sauf pour SPARES, là, je pense qu'il faut participer pour l'ensemble des secteurs, mais pour les autres surveillances, vous pouvez participer uniquement pour quelques services ou plus si vous vous en sentez en capacité et pas forcément surveiller l'ensemble des infections. Voilà, je ne sais pas, Nathalie, si on prend les questions tout de suite ou… Ce serait peut-être plus simple pour… Voilà, écoutez, je vous donne la parole si vous avez quelques… Alors, je vois une question concernant H4LS. Est-ce qu'il y a les infections Covid? Oui, il y a les infections Covid dans ce protocole, et d'ailleurs, elles y sont, que ce soit des infections symptomatiques ou non symptomatiques. Il y a aussi des items concernant la vaccination anti-Covid dans ce secteur. Bonjour, excusez-moi, Adrien Lumeau, fraîchement président de CLIN à Lons-le-Saunier. Bonjour. Merci pour la présentation. Salut à l'équipe d'hygiène de Lons. J'avais une question concernant la SPICNI et le suivi donc, des infections du site opératoire. Concernant la validation par le chirurgien, je me demandais s'il n'y avait pas un biais, si c'était obligatoire pour caractériser l'infection de site opératoire, du fait d'une validation par une seule et même personne qui est en plus l'opérateur dans ce cadre-là, avec toutes les difficultés d'interprétation que ça peut entretenir. D'accord, merci pour cette question. Du coup, c'est vrai que c'est ce qui était déjà demandé au niveau de l'organisation des surveillances des infections du site opératoire précédentes. Donc, ça est organisé par le RAISIN. Donc, le protocole demande toujours une validation, les différents protocoles demandent toujours une validation finale par les chirurgiens. Donc, après, d'expérience, on va dire, personnelle, cette validation ne pose, en tout cas en ce qui concerne mon établissement, pas de problème. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent leur témoignage, mais c'est vrai que c'est difficile que ce soit l'équipe opérationnelle en hygiène valide ces infections difficiles et délicates, que ce soit elle. C'est souvent justement délicat en termes de diagnostic, de pas mal de choses et tout, pour remettre ça sur la validation d'une seule et même personne, qu'elle soit chirurgien ou sinon un collège, je ne sais pas, d'infectiologie, d'hygiène et du chirurgien, une validation de groupe, en fait. C'était Alors, si vous êtes en capacité d'organiser ça sur l'établissement, c'est parfait. Après, c'est souvent un échange. C'est quand même, de toute façon, s'il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même avis, c'est quand même aussi l'occasion de discuter entre hygiénistes et chirurgiens sur la validation de ces critères. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut… Karine, je ne sais pas du coup si on m'entend. Oui.
On t'entend plus. Déontologiquement, ah, ben oui, je m'en doutais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je disais qu'il y avait simplement, probablement, la notion déontologique également de l'association de l'opérateur, me semble-t-il. En fait, toutes ces surveillances sont aussi l'occasion, on va dire, d'un dialogue, pas que pour Speak Me, hein, d'ailleurs, l'occasion d'un dialogue entre les praticiens, Ah ouais. les praticiens des services. C'est pas le chirurgien qui opère qui valide. Alors, c'est la validation d'un chirurgien. Donc, après, ça va dépendre de votre organisation. Nous, au CHU, en général, j'envoie à l'ensemble des chirurgiens du service concerné, hein, et puis en général, ils valident chacun leurs interventions. Ouais. Mais vous pouvez avoir un autre type d'organisation. Ben oui. Juste question par rapport à la surveillance des AES, du coup, c'est la médecine du travail, mais à l'échelle de l'établissement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il faut stimuler les gens à faire une déclaration, mais sur quel support? Et qui fait? Alors, du coup, je vais peut-être laisser la parole à Nathalie, qui est l'experte de la surveillance des AES. D'accord. En pratique, les supports qui sont utilisés sont ceux qui existaient à l'époque où AES était une surveillance nationale prioritaire dans le cadre de la surveillance AES Raisin. Et du coup, il y a un questionnaire standardisé qui n'a pas bougé en fait depuis 2015 parce que ça faisait plus de 10 ans en fait que ce questionnaire avait été éprouvé, ajusté par la communauté en fait des hygiénistes au niveau du Raisin, en lien avec les structures de l'époque qui étaient les Séclins et les antennes régionales qui participaient en fait, et les utilisateurs d'ailleurs, qui participaient également au comité de pilotage. Donc en pratique, cette surveillance, ça dépend des établissements en termes d'organisation. Alors le recueil, il est souvent fait effectivement par l'infirmier ou le médecin de santé au travail, mais il peut être fait pour certains établissements, pour l'équipe opérationnelle en hygiène. L'idée, en fait, c'est de documenter le type d'accident, les circonstances, le mécanisme de l'accident, et ça, c'est plus volontiers, en fait, l'équipe de santé au travail. Après, il peut y avoir un partage des charges, et dans certains établissements, ça peut être l'équipe opérationnelle en hygiène, en fait, qui saisit les données en fait sur l'application qui a été développée par le CPS Bourgogne-Franche-Comté à l'époque où AES Raisin fonctionnait et que l'on met toujours en fait à disposition des établissements au niveau national. Voilà. Simplement, alors c'est un point qu'on abordera en fin de journée sur les projets 2022. Je le dis là maintenant parce que si pour certains d'entre vous vous n'avez pas la possibilité de vous connecter cet après-midi, c'est que le CPAS est en train de développer, au-delà en fait de la surveillance qui est organisée dans les établissements de santé depuis les années 2000, le début des années 2000, on développe en lien avec l'Ordre national des infirmiers un outil qui s'appelle WebAES Ville, qui sera mis en production normalement avant la fin du premier semestre 2022 et qui permettra en fait de documenter les AES qui surviennent en fait chez les infirmiers libéraux, quel que soit leur lieu d'exercice, donc soit dans leur cabinet, soit au domicile des patients, soit dans les laboratoires ou soit dans les établissements médico-sociaux, quand certains d'entre eux en fait font des gestes à risque d'AES dans ces établissements-là et qui donnent des AES. Donc voilà, donc on va ainsi couvrir finalement les trois secteurs de l'offre de soins avec la disponibilité de cet outil de saisie en fait des AES. Donc au niveau des établissements, donc le questionnaire, comme le disait Karine, on a fait, alors c'est pas tout à fait les résultats de la surveillance des AES 2021 qui est en lien là tout de suite, c'est que l'année dernière on avait fait une enquête de besoins auprès des établissements
Donc, c'est cette enquête de besoin en fait, qui est disponible sur le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, avec quelques perspectives qui sont données. Et voilà, donc sur le site du CEPIAS, vous avez l'ensemble des outils vous permettant de vous inscrire à la surveillance avec le protocole, la méthodologie et le questionnaire standardisé que vous pouvez utiliser. Juste, excusez-moi, par rapport aux AES, du coup, le nouveau, ce dont vous parliez, qui serait disponible, le nouveau support qui serait disponible là au premier semestre, en fait, on sera averti par comment? Oui, tout à fait. Alors, là, l'exercice en fait qui est conduit en lien avec nos développeurs au sein du CEPIAS et le CHU de Besançon, parce que la base de données et toute la mécanique en fait qui est derrière en fait cette surveillance-là sera hébergée par un serveur du CHU de Besançon. Donc, et les informaticiens du CHU et les développeurs du CEPIAS travaillent en lien avec l'Ordre national des infirmiers et l'ANS, parce qu'on va essayer en fait de développer un module en fait enfin un module. Le serveur d'authentification va travailler en fait sur quelque chose qui s'appelle ProSanté Connect. Donc c'est quelque chose qui est sécurisé, hautement sécurisé. Et du coup, comment dire, c'est quelque chose, c'est un vrai challenge pour nous. Et voilà. Donc ça, ils travaillent ce truc-là. Et dès que c'est opérationnel, eh bien, il y aura une communication qui sera faite via les CEPIAS et également qui sera faite à l'endroit même des infirmiers libéraux via probablement les ordres régionaux par l'Ordre national des infirmiers. Donc, il va y avoir une communication et un travail, un exercice en fait pour présenter en fait cet outil-là et puis les modes de connexion et l'intérêt et ce que l'on fera en fait de ces données de surveillance par le biais justement de cette communication. Donc, on communiquera largement en fait là-dessus.